Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis auteur d'un manga dans lequel les personnages ne doivent pas faire de bruit pour survivre. Bonjour Yohan Vornier. Bonjour. Présentation courte mais efficace, auteur effectivement de Silence, ce manga sorti chez Kana, et on est ravis de te recevoir pour en parler ensemble. Manga dit français, on aura l'occasion de revenir sur ce terme. Les 2 premiers tomes sont déjà sortis, le 3e arrivera début juillet. Et en quelques mots, l'histoire effectivement nous plonge dans une nuit éternelle où les humains vivent reclus et en silence, pourchassés par des monstres qui les attaquent au moindre bruit, d'où la nécessité de ne pas en faire comme tu viens de le dire. Et nous on suit un petit groupe qui tente de survivre. D'abord, d'où et comment t'es venue l'idée de ce manga ? L'idée la plus ancienne, c'est que j'étais à une période où j'essayais de faire des dossiers, donc on remonte à 2015, donc c'était pas encore mon métier, etc. Donc je faisais des dossiers. Et il y avait un truc que j'avais trouvé pas très créatif, c'est le moment où on doit mettre les textes dans les bulles. Je trouvais ça très, très pénible. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de s'intéresser à l'exercice de la BD muette. Et donc, j'avais créé tout un lore avec des monstres qui réagissent au bruit à ce moment-là pour justifier un peu cette utilisation de la BD muette. Et pour Silence, du coup, j'ai repris ce concept-là. Et maintenant, je l'ai fait parler avec la langue des signes. Voilà, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas une BD muette. Non. C'est faussement muet, on va dire. Voilà, c'est ça. Justement, t'as pas eu peur au départ de te dire comment, avec la langue des signes que tu maîtrisais pas forcément, comment je vais réussir à faire un manga qui soit grand public, qui attire le public, avec ce principe de les personnages se parlent en langue des signes, même si c'est pas exactement ça, mais voilà. J'ai pas vraiment eu ce souci, dans le sens où au final ils parlent dans les bulles, donc pour le lecteur ça change pas grand chose, c'est juste en termes de dessin, il faut adapter, il faut essayer de se renseigner sur les signes. Moi j'utilise un dictionnaire sur internet qui s'appelle le DicoElix pour m'aider. Et en fait j'ai pensé à Naruto. Dans Naruto ils font pas mal de signes avec les mains, etc. Et quand on est gamin on apprend ça facilement et tout, et je me suis dit ça pourrait être intéressant de lier un peu les deux dans un manga qui se veut grand public, d'avoir ces gestes des mains qui veulent finalement dire des choses. S'il y a des gamins qui lisent Silence, qui peuvent se dire je vais apprendre la langue des signes, ce serait génial, quoi. Donc c'était plus une idée que j'ai trouvée chouette au final, plutôt qu'un truc où je me suis dit ça peut être compliqué, quoi. Et toi t'as progressé en langue des signes du coup ? Pas du tout. Pas du tout. J'essaye à chaque fois de retenir des trucs, mais j'ai l'impression que les langues en général c'est pas trop mon fort. Donc si en plus faut associer ça avec le geste, j'ai vraiment du mal. Ouais. Alors il faut préciser aussi, évidemment on est dans un manga, donc avec les codes du manga, mais que tu as glissé beaucoup de références à notre culture, à la culture française. Il y a des références à la souris verte, à la potion magique de Panoramix. Pourquoi ? Parce que je suis français. En fait, avant de se lancer dans le fait de faire du manga, l'idée c'était vraiment de faire un manga grand public, parce que c'est très dur aujourd'hui de faire du manga en France. Et du coup j'ai un peu regardé ce qui se faisait au Japon, et notamment sur des auteurs comme Boichi qui lui est coréen, comment il avait réussi à amener toute sa culture dans le fait de faire du manga, enfin comment il avait réussi à avancer là-dedans. Et donc sa grande série c'est Sunken Rock, et en fait il amène son personnage en Corée, là où il connaît un peu toute la culture, etc. Et je me suis dit ça peut être intéressant de faire pareil à ce niveau-là avec Silence. Et il y avait aussi un mangaka italien qui a fait un peu la même chose, où en fait il a fait du manga au Japon mais sur sa culture italienne, et je me suis dit ça peut être un axe assez intéressant à développer dans Silence. Dès le départ tu partais sur un pur shonen aussi ? Ouais, pour Silence c'était ça. J'avais envie de... En fait, comme je dis, c'est très compliqué. La série que j'ai fait avant, j'ai fait une série qui n'est jamais sortie, qui était du seinen très intimiste, etc. Et après réflexion, je me suis dit que ça ne trouverait pas son public. Le problème du manga, c'est qu'il faut faire des ventes rapidement pour qu'on aille au bout de l'histoire. Et dès que c'est un peu trop border, pour l'instant, le public, il est très dur à choper. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer de réfléchir avec ce que j'aime, pour pas dénaturer aussi mon travail, etc. Mais
d'essayer d'aller voir comment réussir à choper du public pour les amener sur des thématiques qui, moi, peuvent aussi me toucher, etc. Donc cette ambition de faire un manga qui se veut grand public, accessible à tous, en fait, c'est surtout ça. Ça a été tout de suite l'idée, quoi. Le manga, il est aussi ponctué de traditions, d'histoires orales qui se transmettent comme ça de génération en génération. C'est quelque chose qui te touche, toi, ces histoires, ces grandes histoires, ces contes qu'on se transmet. Ouais. Moi, je suis l'aîné d'une grande fratrie. J'ai 4 petits frères. Donc, raconter des histoires aux enfants, c'est quelque chose qui m'a un peu accompagné toute ma vie. Même si avec le temps, j'ai un peu perdu ça. Et je trouve que c'est assez chouette comme manière de présenter le monde aux enfants qui n'ont pas encore toutes les cartes en main. C'est pour ça que dans Silence, je fais des choix aussi. Il y a à la fin du 2e ou 3e chapitre, ils brûlent l'endroit où ils ont toujours vécu. Et en fait, je préfère le traiter de manière un peu magique aux yeux des enfants, etc. Parce que les adultes leur ont montré de cette manière-là. Alors que c'est un événement qui aurait pu les traumatiser. Et j'aime bien jouer là-dessus, se dire que, un peu comme dans le film La vie est belle, avoir cet axe qui permet aux enfants de profiter un peu du monde qui les entoure sans que ça les affecte plus que de raison, quoi. Et profiter de leur innocence. C'est ça. Le personnage de l'âme, est-ce que c'est toi ? Non. Il est bien plus optimiste que moi. Il a une énergie que j'ai pas. Mais en fait, il a cette énergie que j'aimerais avoir, on va dire. C'est toi sans être toi. C'est ça. C'est ton toi que tu souhaiterais. C'est ça. Quand on s'était vu il y a quelques mois, tu m'avais dit pour le tome 4, j'ai 2 versions, une qui boucle l'histoire et une qui peut la poursuivre. Selon le succès évidemment, parce que tu le disais, c'est vrai qu'en manga il faut que ça se vende vite pour que l'éditeur réinvestisse dessus. Alors quelle sera la version qui va sortir ? Là on m'a annoncé qu'il y aura au moins 3 tomes en plus, donc le tome 4 ne bouclera rien du tout, ce sera la continuité. Et après effectivement voilà, c'est en manga on renouvelle par 3 tomes en gros, donc suivant les ventes je saurai à un moment est-ce qu'on fait plus de 7 tomes ou est-ce qu'on arrête au 7 et etc. jusqu'à la fin. C'est tout à fait classique en fait pour les éditeurs de fonctionner comme ça. Et jusqu'à la fin, on est parti sur One Piece avec plus de 100 tomes ou t'as un arc narratif, t'as des petites portes que tu peux ouvrir s'il faut développer. C'est ça, j'ai des arcs narratifs, je sais où je vais. Mon rythme c'est pas celui des Shiroda, donc si je dois faire 100 tomes, je pense que ce sera très compliqué de survivre jusque-là. Mais oui, l'idée c'est de faire de l'action, c'est de faire une histoire d'aventure. Donc l'aventure c'est bien quand ça prend le temps de montrer des paysages, des décors, des nouveaux personnages. Donc oui, l'idée c'est pas de faire une histoire courte. Après on verra si les lecteurs continuent de suivre ou si à un moment ils me disent on arrête là. Et quand le tome 1 est sorti, t'avais déjà le 2 je crois qui était bouclé, voire le 3, en tout cas t'avais déjà bien avancé pour tenir ce rythme de parution un peu à la japonaise et qui est plusieurs tomes chaque année pour ne pas lasser le public. Là t'as plus cette avance-là, j'imagine, si t'as réussi à garder cette avance sur le tome 5, 6, 7 Là, le tome 3 sort en juillet, du coup moi je suis sur... j'aurais presque fini le tome 4 normalement quand le tome 3 sortira. Maintenant sur le tome 4 j'ai un assistant. On verra pour les tomes suivants si il reste ou s'il faut que j'en trouve un autre, etc. Mais je pense que ça peut me permettre d'accélérer le rythme. Mais avoir des tomes en 2-3 mois, ça me paraît encore très très compliqué. Donc ça, il était passé à la japonaise avec assistant. Ouais. Mais ça, c'est marrant aussi parce qu'on visualise ça vachement comme l'idée du Japon. Mais il y a pas mal d'années... j'ai lu des interviews comme quoi Franquin il en avait ou des auteurs franco-belges aussi, donc effectivement on visualise le Japon là-dessus, mais en fait en France on avait ça aussi sur quelques grands auteurs de chez nous, quoi. Si on revient un peu sur ton parcours, tout n'a pas été toujours très rose, c'est-à-dire que tu l'as esquissé tout à l'heure, mais il y a 3 ans, tu avais une autre série manga qui était quasi finalisée, qui devait sortir, et finalement, à la dernière minute, l'éditeur de l'époque t'avait dit finalement, on la sort pas. Ouais, c'est ça. Ce sont des choses qui arrivent, je sais pas quoi dire de plus. C'était un projet, en fait, qui était ma première série manga, du coup, en 3 tomes, qui était prévu pour 3 tomes. Du coup, là, il n'y aurait pas eu de suite si jamais ça avait marché ou quoi, mais... forcément tout le long c'était très compliqué et en fait Silence vient se
vient en réponse à ce projet-là. C'était un projet qui était très sombre, dans lequel c'était très difficile d'écrire, en fait, c'était très personnel, on va dire. Et avec Silence, j'avais besoin d'un peu de lumière, d'où l'âme, en fait, qui est un peu ce rayon de lumière pour les enfants, etc. J'avais besoin d'un personnage comme ça. Donc ouais, Silence vient exister en réponse à ce projet qui était très difficile à sortir. Et tu envisagerais de le sortir finalement, ce projet? Parce que maintenant, avec le succès, peut-être qu'un autre éditeur pourrait s'y intéresser. J'en ai un peu parlé. Il y a pas forcément tout de suite d'impératif là-dessus. Je sais pas si ce serait très pertinent, mais j'y réfléchis une fois par semaine. Au moins, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je rebosse dessus. Est-ce que ça prendrait pas du temps sur Silence et tout? La priorité reste Silence. Donc j'essaye de voir dans quel contexte ce serait intéressant de le sortir et si ça le serait, si même au final j'ai été payé sur cette série, est-ce que le sortir gratuitement c'est une bonne idée ou est-ce qu'il vaut mieux une version papier? Honnêtement, pour l'instant, je sais pas. J'essaie de me concentrer sur Silence et de pas perdre le début d'intérêt que les lecteurs ont sur la série, quoi. Cet échec, ça t'a renforcé? Waouh, je sais pas. Je m'en serais bien passé, ça c'est ce que je peux dire. Renforcé, je sais pas. Ça m'a rendu beaucoup plus méfiant. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux pas me réjouir. On me dit que la série Silence commence très bien, que je devrais en être content et tout, et je me dis mais en fait, ça peut s'arrêter demain parce que c'est pas parce que on a signé qu'il y a pas de risque, etc. Donc ouais, là-dessus, ça m'a rendu plus méfiant. Renforcé, je saurais pas dire. C'est suite à ça que tu décides. C'est un peu l'ultime tentative quand on voit un projet au concours Tezuka. Enfin, c'est... Ouais, en fait, le concours Tezuka, c'était pendant la fin de ma précédente série. En fait, je me suis dit que il fallait que je tente. En fait, c'était juste un one shot à la base. J'avais des amis qui participaient, Géraud, Jiggy, qui eux le faisaient. Et je me suis dit ça peut être intéressant de le faire et de me confronter à un truc auquel je me suis jamais vraiment confronté depuis pas mal d'années. C'était le shonen manga. En le faisant, j'ai vu que les gens qui le lisaient trouvaient ça plus intéressant que tout le reste des productions que j'avais fait. Et notamment Géraud qui me motive et me dit mais peut-être il y a un truc à creuser, il faut voir si tu peux pas le faire en série. Donc je me suis pris 4 mois pour faire ça. Et du coup en fait c'est le dossier qui est l'ultime tentative. Le concours Tezuka, c'était vraiment un peu un moment de respiration dans une série que je sentais qui ne sortirait jamais. Ça commençait déjà à sentir le sapin à ce niveau-là. Et du coup j'ai fait un peu ça comme une respiration. Et après quand il a fallu faire un dossier, je me suis dit mais c'est la dernière fois que je tente de faire un manga parce que c'est très compliqué. Toi, tu lisais du manga petit, tu fais partie de cette génération alors qu'on a vu beaucoup à la télé, mais est-ce que tu en lisais? Est-ce que depuis tout petit, c'est quelque chose qui était en toi et tu disais je veux faire ça plus tard? Du manga, pas forcément. Enfin, j'en lisais énormément, mais en faire, c'était pas forcément tout de suite réfléchi parce que pour moi, c'était pas faisable, quoi. C'était les Japonais qui faisaient ça, et en France, on faisait Astérix, on faisait Titeuf. Du coup, moi, je me suis dit, c'est de la BD que je vais faire, ça me pose pas de problème. Et j'ai rencontré Tony Valente, qui lui faisait de la BD à l'époque, et je l'ai vu passer au manga. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être possible. Et ce qui est marrant, c'est que pourtant, des années avant, en 2007, je crois, il y avait un manga français. C'était l'Enfeust Quest, l'adaptation de l'Enfeust de 3, mais en manga. Et ça, c'est le premier manga que j'ai lu. Et j'avais pas réalisé... Enfin, j'avais réalisé que la série était française, mais je sais pas pourquoi, j'avais pas réalisé que c'était un manga fait par des Français. Enfin, c'était très bizarre. Et là, c'est que récemment que je me suis dit, mais c'est le premier manga français que j'avais lu, etc. Donc ouais, ça a mis longtemps pour me dire, en fait, on a le droit de faire du manga français, quoi. Est-ce que tu parlais de Tony Valente? Tu as fait ton stage de 3e, alors écourté parce que tu t'étais pété le pied, si je me rappelle bien. C'est ça. Mais c'est quand même le premier contact que tu as eu avec un créateur, on va dire, de manga français, c'est avec Tony Valente. Ça peut aider. En fait, à l'époque, il faisait Anna Hattori, donc il faisait pas du tout du manga français, mais il y avait un truc, c'était sur les ninjas, le style était très inspiré de manga et de l'animation. Donc forcément, on a retrouvé un peu des références communes, notamment au travers de Naruto, vite fait, etc. Et ça m'a pas mal aiguillé aussi, ça m'a fait découvrir toutes les productions de l'Enfeust. Il était dans l'Enfeust Mag et du coup j'ai pu découvrir plein de trucs avec ça, etc.
Donc ouais, c'est à travers lui que j'ai eu cet accès-là. Et il a été vachement disponible à ce moment-là pour répondre à mes questions, etc. Et là aujourd'hui, bon, il est demandé de partout, donc c'est plus compliqué. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, ouais, d'avoir un auteur confirmé qui est chaud pour répondre aux mails que j'ai sur le métier, etc. Justement, Tony Valente, il aime pas trop qu'on parle de manga français. Ça veut rien dire. Il y a des mangas dans tous les pays. C'est pas parce qu'il y a quelques Français qui se font du manga qu'on doit parler d'un courant de manga français. Toi, t'en penses quoi de ça ? En fait, c'est assez important parce que, enfin, pour moi, c'est important parce que les lecteurs, la niche de lecteurs, elle est importante pour les nouvelles séries. Tony, lui, il est dans 20 pays différents et tout, donc c'est tout à fait un autre contexte, mais il y a énormément de gens qui vont soutenir le fait que ce soit des créas françaises et que ça commence à exister, etc. Et il y a toute une réflexion, il y a plein de gens qui se chamaillent un peu dans ce milieu pour savoir ce que doit être le manga français. Est-ce qu'on doit plus reprendre les codes classiques ou est-ce que déjà le sens de lecture doit être plus français, japonais, etc. Donc je trouve ça intéressant sur le questionnement. Effectivement, ce terme-là, il amoindrit parce que on a des séries comme Onera où la dessinatrice est italienne. On en a d'autres qui sont allemandes, mais bon, comme ils sont édités par un éditeur français, on a tendance à les mettre dans le lot manga français. Mais en fait, on a un manga même européen, même mondial qui commence à exister. Donc parler de manga français, c'est bien parce qu'on voit ce que c'est. Après, faut pas oublier que c'est plus large que ça. Même en Afrique, de plus en plus, il y a des gens qui sont hyper talentueux et il faut pas oublier ça et réduire ça à la France même, quoi. Faut aussi dire, et c'est encourageant pour plein de jeunes qui nous écoutent, que t'as pas fait d'études d'art en particulier, toi. Ah non, j'ai pas fait d'études du tout. Même le bac, j'ai pas réussi à le choper, donc je me suis arrêté là. Et ouais, j'ai beaucoup appris, surtout avec à l'adolescence, quelques questions à Tony Valente quand même, c'est pas à négliger, mais surtout les forums en fait. Café Salé à l'époque, CQFD plus tard, etc. Et ça m'a pas mal guidé aussi sur l'apprentissage et sur comment visualiser une progression aussi. Donc voilà. Et quelqu'un aussi qui a été important pour toi, tu le racontes, c'est Jim Bishop. Oui, carrément. Avec lui, en fait, c'est une rencontre qui est assez marrante. On s'est rencontrés via Christophe Cointeau, qui est un autre auteur de manga. Et en fait, ça a matché tout de suite. Moi, j'ai découvert... En fait, juste avant de le rencontrer, je découvre le dessin de Taiyu Matsumoto dans Samurai Bamboo. Et là, ça me fait un électrochoc. Je me dis, ah, mais on a le droit de faire ça en manga. Pour moi, le manga, c'était quand même assez codifié. Alors, il y a une pluralité dans le dessin, mais quand on arrive sur Samurai Bamboo, il y a quand même un choc graphique qui est assez évident. Et je rencontre Bishop 1 mois ou 2 mois après. Et je vois que dans son dessin, il y a une liberté graphique et tout que je trouve fantastique. Et j'apprends plus tard qu'il était fan de Taiyu Matsumoto, etc. Et donc ça match tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, on se décide de plus en plus se capter, etc. Et puis on finit par bosser dans un fanzine ensemble. Et enfin, séparément au début, sauf qu'on est en avance sur les deadlines. Parce qu'en indé, les deadlines... Bon, déjà, chez les pros, les deadlines, c'est un peu compliqué, mais en indé, c'est chacun respecte la deadline qu'il a envie. Donc, on était les deux un peu à être en avance. Donc, je lui ai dit, bah, viens, écris-moi un truc de 10-15 pages et je le dessine. Et comme ça, on a un deuxième truc à proposer. Et c'est là qu'est né Gilles et Sherlock, qui, après, donnera naissance à une BD, notre première BD professionnelle chez Ankama. Et Jim en parle aussi dans un épisode du podcast qu'on a reçu. Je vous invite à aller l'écouter. Tu le disais, tu vas consacrer beaucoup de temps à Silence, mais est-ce que tu as déjà des idées d'autres mangas par la suite ? Je suis en train de bosser sur un autre truc. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais moi je suis au scénario pour le coup. Et je suis avec un dessinateur qui s'appelle Citron. Alors c'est un surnom évidemment. Qui a bossé notamment... sur le Moine Mort, il me semble, avec Jean-David Morvan, et sur quelques autres projets de The Tribe, donc l'atelier dans lequel bosse Jean-David Morvan. Et là, voilà, on bosse sur un truc à deux, donc après, à savoir quand est-ce que ça sortira, ce sera un petit one-shot, ouais. Toujours en manga ? Ouais. Bon, et en attendant, on lit, on découvre, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, Silence. Les 2 premiers tomes sont déjà sortis, et le 3e, c'est pour juillet prochain, le 4e pour...
Soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Donc au pire, au prochain festival, on aura l'occasion de le découvrir. Et c'est publié, il faut le préciser, chez Kana. C'est le moment, Johan, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Waouh, on va essayer. La première BD que tu as lue ? Je pense que ça doit être un Astérix. Je saurais pas dire lequel, mais je pense que c'est un Astérix, ouais. Est-ce qu'il faut préciser que ta maman lisait Astérix et Titeuf ? Astérix surtout. Titeuf, c'était plus pour moi. Elle collectionnait tous les Astérix. Mon père, c'était plus les Marvel. Les Strange, surtout. Les Spawn aussi. Mais ma mère, ouais, c'était Astérix. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? C'est pas original, mais Dragon Ball, hein, ça m'a provoqué tellement d'émotions. À chaque lecture, quand je la relis, je me dis que c'est fou d'avoir réussi à faire marcher tout ça, alors que sur le papier, normalement, ça devrait pas marcher. Je trouve ça assez fantastique, même à étudier, à décortiquer après, c'est assez fou. La plus belle couverture de bande dessinée ? Ça, je pense je sais que la couverture du tome 9, je crois, de Titeuf, quand Titeuf il est en fin de face, elle m'avait marqué, je l'avais redessiné et tout. Donc ouais, je dirais celle-là. Ou alors, peut-être en manga, il y a, pareil, je crois que c'est le tome 9 de Les Liens du Sang. Il y a le personnage principal avec en surimpression sa mère, le regard de sa mère, etc. Que je trouve assez magnifique. Ouais. La plus belle case de bande dessinée ? Alors là, j'en aurais pas du tout, je pense. En case, comme c'est une narration, j'ai du mal à isoler une seule case. Quel est ton personnage de BD préféré ? Si on parle de BD, on va dire franco-belge un peu classique, ce serait Titeuf, quoi. C'est avec lui que j'ai grandi, en fait. Après, forcément, en manga, il y a Sangoku qui m'a pas mal accompagné, mais Titeuf, ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Quand j'étais enfant, il y a vraiment un truc... déjà, il est très agréable à dessiner. Les courbes et tout, elles sont assez chouettes à avoir. Donc, c'est toujours ces personnages où tu as l'impression que c'est facile à faire et quand tu essayes, c'est infaisable. Mais déjà, son design est hyper marquant. Et en plus, son attitude, la manière dont il se comporte avec ses potes et tout, c'était vraiment chouette à lire. Ouais. Quel est ton personnage de BD détesté ? Je crois que c'est Détritus dans Astérix, dans la zizanie, qui fout la merde un peu tout le temps. Là, ça donne de m'agacer. Donc peut-être, ouais, là, si je réfléchis comme ça peut être lui. Ouais. Ton super-héros préféré ? Je pense que c'est Spider-Man, hein, classique. Il y a vraiment un gap quand on apprend à dessiner Spider-Man gamin, quand on arrive à faire les toiles comme il faut, on passe tout de suite un step dans le dessin où tout le monde se dit « Waouh, un dessinateur professionnel !» Donc ouais, c'est plutôt lui. Ouais. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Alors, pas forcément en musique. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts et d'interviews. J'aime bien avoir un brouhaha dans les oreilles ou alors beaucoup de YouTube. Tout ce qui est sur YouTube, le YouTube mainstream, je bouffe tout ça. Parce que j'ai besoin d'un bruit pour pouvoir me concentrer. Alors, pas pendant l'écriture ou le storyboard, mais pendant tout ce qui est crayonné, ancrage, ouais, j'ai ça en fond. Couleur ou noir et blanc ? Noir et blanc. Ah non, noir et blanc à faire, couleur à regarder peut-être. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Moi, je pense toujours à James Harren. Alors, il est très connu, hein, mais j'ai l'impression pas assez vu le talent qu'il a. Il fait des comics aux États-Unis, notamment Ultra Mega, et j'aime trop tout. Vraiment, j'aime vraiment tout ce qu'il fait. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, quoi. Je sais pas pourquoi. Merci, Johan Vernière, d'avoir joué le jeu. Eh ben, merci. Et alors, on relit Silence, les 2 premiers tomes en librairie, le 3e en juillet, et le 4e à la fin de l'année. C'est publié chez Kana. Merci à toi. Merci à toi. 9e Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.